Et si chaque déplacement anodin cachait les prémices d'un plan de destruction massive? Imaginez, une opération de routine, banale en apparence, déclenche une réaction en chaîne, bouleversant les certitudes des services de sécurité. Ce qui aurait dû rester une simple vérification allait, en réalité, révéler une menace que personne n'avait anticipée. Tout commence par l'arrestation de quelques suspects lors d'un contrôle jugé insignifiant. Mais au cours de la fouille, les agents trouvent des objets intrigants, impossibles à justifier par le hasard. En quelques heures, ces anomalies laissent entrevoir une réalité glaçante. Un réseau de sabotage d'une ampleur jamais vue opère en silence, prêt à frapper des points névralgiques sur tout le territoire. Pour mieux comprendre, rappelons-nous d'autres épisodes marquants de l'histoire. En 1942, à la veille d'un assaut sur une base navale alliée, une simple arrestation révéla l'existence d'un réseau de saboteurs infiltrés. L'interrogatoire d'un suspect, arrêté pour port d'armes illégales, mena à la découverte d'un arsenal caché dans une maison de banlieue. Ce précédent historique montre à quel point l'attention aux détails peut changer le cours des événements. Face à cette découverte récente, une course contre la montre s'engage. Grâce à une coordination exceptionnelle. Mais comment une enquête ordinaire a-t-elle pu mener à la chute d'un réseau aussi structuré? Qu'est-ce qui a permis aux agents de percer un mystère que tant auraient pu ignorer? Pour comprendre l'origine de cette affaire, il faut revenir au tout premier signal anormal intercepté. Un message codé, passé inaperçu aux yeux des non-initiés, a mis la puce à l'oreille d'un analyste expérimenté. C'est ce détail insignifiant qui a déclenché la première alerte. Dans l'histoire des services de renseignement, ce sont souvent ces micro-signaux qui font toute la différence. En 1974, la découverte d'un message codé pendant la guerre froide permit de déjouer une opération d'espionnage qui aurait mis en péril l'équilibre international. Tout commence donc par un signal ténu. Anodin pour la plupart, il se révèle vite crucial pour quelques-uns. Une anomalie, captée dans le flux des communications radio, s'insinue dans le quotidien des analystes, fausse note que seuls les plus attentifs perçoivent. C'est la première pièce d'un puzzle dont l'ampleur dépasse l'entendement. 3 jours auparavant, une équipe de spécialistes en radioélectronique remarque des transmissions inhabituelles. Des messages chiffrés circulent sur des fréquences quasiment jamais employées. Là où la majorité n'aurait vu qu'un hasard, certains détectent une menace larvée. La cryptanalyse s'emballe. Chaque variation, chaque silence ou accent est disséqué. Peu de temps suffit pour entrevoir une vérité alarmante. Derrière ces échanges codés se trame la préparation d'une attaque massive contre un dépôt d'armes stratégique. Sa destruction pourrait bouleverser l'équilibre fragile des forces en présence. Ce dépôt, situé à bonne distance de la ligne de front, abrite plus de 800 tonnes de munitions. 800 tonnes d'explosifs, d'armes et de projectiles, tous soigneusement rangés. Pour donner une idée, cela représente l'équivalent de ce qu'une grande ville consomme en munitions sur une année entière en pleine guerre. Une poudrière dont la perte signifierait un désastre logistique et une faille béante dans la sécurité nationale. La tension monte d'heure en heure. Chaque minute qui s'écoule rapproche les saboteurs de leur objectif. Si personne n'intervient, les conséquences pourraient être irréversibles. Le temps presse. Il faut agir avant que l'ennemi ne franchisse le seuil critique. Pourtant, le commandement militaire fait un choix inattendu. Plutôt que de renforcer la sécurité de façon visible, il décide de piéger la cible. Le dépôt devient un appât, un piège méticuleusement préparé pour attirer non seulement les saboteurs, mais aussi, peut-être, les cerveaux de l'opération. Ce basculement marque le début d'une opération où la psychologie prime autant que la force brute. Désormais, tout repose sur la préparation dans l'ombre, la coordination silencieuse et la capacité à anticiper les moindres mouvements de l'ennemi. La moindre erreur pourrait tout faire échouer. Derrière les grilles closes, la routine se poursuit en apparence. Mais dans l'ombre, une organisation complexe se met en place, alliant logistique, ruse et sang-froid. La partie d'échecs vient à peine de commencer. Face à l'imminence de la menace, chaque service doit dépasser ses limites pour éviter la catastrophe. L'étape suivante révélera jusqu'où certains sont prêts à aller pour protéger l'essentiel. Dans le silence oppressant de la nuit, chaque grincement, chaque souffle du vent
risquait de jeter l'alerte ou de précipiter la catastrophe. Dès la tombée du jour, le dispositif était prêt. Un maillage de caméras infrarouges et de capteurs sismiques surveillait le moindre frémissement autour du dépôt. Les équipes techniques jouaient leur partition. Gestes routiniers, conversations banales, rien qui puisse attirer l'attention. Pour illustrer, pensons à la défense de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 2022. Pour éviter tout sabotage, les équipes avaient installé des centaines de capteurs et formé un réseau de surveillance humaine et technologique. Cette expérience, récente, est venue nourrir la stratégie adoptée ici. Mais au-delà des grilles, 3 groupes d'assaillants progressaient en formation, masqués par l'obscurité. Leur démarche, d'une précision inquiétante, trahissait un entraînement professionnel. Dans chaque sac à dos, des outils de pointe pour déjouer les systèmes de sécurité et manipuler des explosifs sophistiqués. Vers 2h20, les capteurs détectèrent une anomalie sur le flanc ouest. Invisibles au radar classique, les intrus furent néanmoins repérés grâce à la détection thermique. Ils glissèrent entre les faisceaux, persuadés de passer sous les radars des patrouilles. Leur opération était chirurgicale. Chaque charge placée à des points stratégiques méticuleusement repérés lors de surveillances antérieures. Les détonateurs, réglés à la fraction de seconde, visaient à désarticuler toute la logistique militaire régionale en un instant. Un schéma similaire fut tenté lors de l'attaque du port de Hambourg en 1993, où la précision avait permis d'endommager 3 navires en moins de 10 minutes. C'est alors que le piège se referma. Toutes les issues furent verrouillées sans bruit. Guidées par des flux vidéo en temps réel, les unités d'intervention encerclèrent les saboteurs. La neutralisation fut exemplaire. Pas un coup de feu, aucun blessé. Juste une démonstration implacable de sang-froid et d'efficacité. La fouille des prisonniers révéla l'ampleur du complot. Plan détaillé du site, schéma des réseaux électriques, code d'accès crypté remplissaient poches et doublures. Mais surtout, une lettre manuscrite, soigneusement cachée, laissait présager une menace dépassant la simple logistique. À ce stade, la moindre erreur aurait pu transformer l'opération en drame national. La tension restait maximale. Chacun savait que la sécurité de milliers de vies, et bien plus, était en jeu. Pourtant, ce n'était qu'un début. Les indices saisis allaient ouvrir une enquête aux ramifications bien plus larges. En décodant la lettre, les enquêteurs découvrent un réseau de complices insoupçonnés. Ce qui semblait un sabotage isolé cache une menace d'ampleur nationale. Et si ce coup de filet n'était que le début d'un vaste engrenage? Après l'arrestation spectaculaire sur le site du dépôt, l'exploration d'un village désert a dévoilé une base clandestine que nul n'aurait soupçonnée. Ce lieu n'était pas un simple refuge. Il servait de centre nerveux, orchestrant une opération d'une envergure redoutable. Dans les habitations abandonnées, les équipes ont déniché des caches d'armes méticuleusement dissimulées, des munitions sophistiquées et des explosifs venus de l'étranger. Mais la découverte la plus troublante reste celle de documents cryptés, de radios longue distance et de téléphones intelligents soigneusement maquillés. À chaque pièce retrouvée, se dessinait l'image d'un réseau doté d'une logistique technologique de pointe, capable d'échapper à toute surveillance. L'analyse des messages interceptés a révélé un maillage d'infiltration bien plus dense qu'imaginé. Sous les pseudonymes et les codes, des connexions apparaissent avec certains membres de l'administration locale et des secteurs clés de la défense. Peu à peu, le puzzle prend forme. Une toile patiemment tissée, visant à fragiliser plusieurs régions du pays. Les recoupements entre indices pointent vers une coordination sur plus de 20 sites classés stratégiques. Les plans retrouvés exposent une ambition claire. Désarticuler la chaîne logistique, neutraliser des infrastructures vitales et semer la panique dans la population par des attaques synchronisées. On ne parle plus de sabotage isolé, mais d'une offensive systémique contre l'État lui-même. Certains documents dévoilent des stratégies d'intoxication psychologique et de manipulation de masse. Les instigateurs cherchaient à diffuser la peur, à exacerber les divisions sociales et à éroder la confiance des citoyens dans leurs institutions. C'est là le visage de la guerre moderne, invisible, insidieuse, et d'autant plus dangereuse qu'elle s'attaque aux esprits autant qu'aux structures. Ce qui se jouait dépassait largement la simple protection d'un dépôt d'armement.
L'enjeu, c'était le fonctionnement de tout un pays, la confiance de millions de citoyens, la stabilité même de l'ordre public. Si ce réseau avait pu agir sans entrave, les conséquences auraient été incommensurables. Vies brisées, pertes économiques massives, climat d'insécurité durable. Pour donner une idée concrète, rappelons-nous le blackout de 2003 aux États-Unis. Une simple défaillance, exploitée par des saboteurs, priva 50 millions de personnes d'électricité pendant plus de 20 heures. L'économie du pays fut paralysée, les hôpitaux fonctionnèrent en mode dégradé et le chaos s'installa dans plusieurs métropoles. Ici, le scénario aurait pu être bien pire. Devant cette menace tentaculaire, une question s'impose. Comment renforcer notre vigilance collective pour empêcher qu'un tel scénario ne se reproduise? La traque n'est pas terminée. Chaque indice ouvre une nouvelle piste. Chaque silence cache peut-être un complice. Les enquêteurs savent désormais que l'ombre plane encore. Derrière chaque réussite éclatante se cachent des méthodes éprouvées, des réflexes à cultiver. L'opération que nous venons de détailler n'est pas seulement un acte de bravoure ou un tour de force technologique, c'est l'illustration d'une doctrine d'efficacité, essentielle à la sécurité nationale. Première leçon, aucune victoire durable sans une coopération absolue. Dès les premiers soupçons, la synergie entre renseignements, équipes d'intervention et spécialistes techniques a permis de déjouer le réseau ennemi. La formation continue, l'échange d'informations et les exercices conjoints doivent devenir des réflexes quotidiens et non des exceptions. Prenons un exemple concret. Lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, la coordination entre police, armée et services de renseignement permit de neutraliser une série d'attaques planifiées. Grâce à des exercices conjoints menés pendant plus de 2 ans, chaque équipe savait exactement quoi faire en cas d'incident. Cette expérience doit servir de modèle. Deuxième pilier, l'intégration intelligente des technologies émergentes. Caméras thermiques, capteurs sismiques, dispositifs de brouillage, ces outils ont permis d'identifier et d'endiguer la menace avant qu'elle ne frappe. Mais leur efficacité dépend du savoir-faire des opérateurs et de leur capacité à devancer l'adversaire, à comprendre les évolutions de ces modes d'action. Les spécialistes insistent. Il ne suffit pas d'acheter du matériel de pointe. Il faut former sans cesse les équipes, anticiper les nouvelles tactiques ennemies et tester régulièrement les systèmes de sécurité. Un audit de sécurité semestriel, des exercices de simulation à l'aveugle et des formations croisées sont recommandés pour rester en avance. Troisième clé, l'analyse psychologique. Comprendre les intentions, anticiper les comportements, déceler les failles humaines. Dans cette affaire, la lecture des micro-signaux, stress, hésitation, réactions imprévues, a compté tout autant que la technologie. Former les agents à repérer ces indices discrets, à résister à la pression et à manipuler l'information, c'est renforcer notre mur invisible. À titre d'exemple, la police israélienne a développé un protocole d'interrogatoire basé sur la détection des micro-expressions. Cette méthode, testée depuis 10 ans, a permis de détecter des complices qui avaient passé tous les tests classiques. Ce type d'innovation humaine est aussi indispensable que la technologie la plus avancée. Cette opération rappelle que protéger nos infrastructures est vital. Bases militaires, usines, réseaux énergétiques, centres névralgiques numériques. Chacune de ces structures doit disposer d'un plan d'alerte, de moyens de détection préventifs et de protocoles d'action clairs. La résilience collective repose sur la préparation, la redondance et l'automatisation de nos réponses. Prenons l'exemple de la Suisse, où chaque centrale hydroélectrique dispose de 3 niveaux de sécurité indépendants. En cas d'alerte, les systèmes se verrouillent automatiquement, empêchant toute intrusion ou sabotage. La redondance, ici, sauve des vies et protège l'économie nationale. Mais la sécurité ne concerne pas que les professionnels. Chaque citoyen, chaque institution a un rôle à jouer. Signaler une anomalie, un comportement inhabituel, un objet suspect, peut suffire à empêcher le pire. Bâtir une culture de la vigilance, sans basculer dans la paranoïa, voilà le défi de nos sociétés ouvertes. Pour y parvenir, des campagnes de sensibilisation doivent être menées dans les écoles, les entreprises et les organismes publics. Des ateliers de détection de signaux faibles, des formations à la réaction face à une menace
et des simulations d'alerte doivent s'imposer comme la norme, au même titre que les exercices d'incendie. Car négliger les leçons de telles opérations, c'est ouvrir la porte à d'autres attaques, à une érosion insidieuse de notre souveraineté et de la confiance collective. L'inaction ou le déni ne sont plus envisageables. Alors, que faire concrètement, chaque jour, face à l'imprévu? La réponse ne tient pas seulement à des outils, mais à un état d'esprit partagé. Cette vigilance, c'est notre première ligne de défense. Pour agir, chacun peut suivre quelques étapes simples. D'abord, observer son environnement. Repérer les comportements étranges ou les objets inhabituels, surtout dans les lieux stratégiques ou très fréquentés. Ensuite, ne jamais hésiter à signaler une anomalie, même minime, aux autorités compétentes. Une information anodine peut, croisée à d'autres, révéler une menace latente. Enfin, se préparer mentalement à l'imprévu. Participer à des exercices de sécurité, connaître les numéros d'urgence et discuter avec ses proches des conduites à tenir en cas d'incident. Aujourd'hui, la menace a été neutralisée. Demain, chacun devra rester sur le qui-vive. Ce qui semblait n'être qu'un banal contrôle a révélé une tentative de sabotage d'une ampleur sans précédent. Grâce à l'exactitude des informations, à la ténacité des équipes et à la coordination sans faille entre les services, l'irréparable a été évité. Imaginez un instant. Si l'opération n'avait pas été anticipée, des centaines de tonnes de munitions stratégiques auraient été perdues. La capacité de défense du pays aurait été paralysée, mettant en danger des milliers de vies. Les conséquences humaines, économiques et morales auraient été incalculables. Pour rendre plus concret l'impact d'un tel événement, souvenons-nous de l'attentat contre l'usine AZF à Toulouse en 2001. Une explosion massive, des dizaines de morts, des milliers de blessés et une ville traumatisée pendant des années. Ici, l'échelle aurait été encore plus grande. Ce succès n'a pas été forgé dans la lumière, mais dans l'ombre. Il est né de la vigilance quotidienne, du travail invisible et d'une anticipation rare. Chaque détail relevé, chaque anomalie pointée, a formé la toile qui a piégé la menace avant qu'elle ne frappe. Pourtant, ce triomphe ne doit pas nous endormir. Les réseaux adverses s'alimentent de nos failles et de nos moments de relâchement. Baisser la garde, c'est offrir une seconde chance à la menace sous une forme nouvelle, sur un terrain différent. L'enjeu dépasse l'action des spécialistes. Il concerne chaque citoyen. La sécurité nationale repose aussi sur la vigilance collective. Être attentif, signaler l'anormal, refuser l'indifférence, c'est protéger nos proches et notre mode de vie. Il ne s'agit pas de semer la peur, mais de cultiver une vigilance lucide. Les adversaires exploitent chaque routine, chaque faiblesse. La guerre moderne se joue avant tout dans la capacité à détecter l'invisible et à intervenir avant le chaos. Aujourd'hui, le réseau a été démantelé. Mais demain, d'autres tenteront d'infiltrer nos défenses. Vigilance, exigence et solidarité. Telles sont nos armes les plus sûres pour préserver ce qui nous unit. En conclusion, souvenons-nous que derrière chaque victoire se cache une chaîne de décisions, de sacrifices et de préparations minutieuses. Rien n'est jamais acquis. Chaque jour, la sécurité se construit, se défend et se réinvente. Ne sous-estimez jamais ce qui se trame dans l'ombre. La sécurité de tous dépend de notre capacité à déceler l'inattendu et à agir ensemble pour empêcher l'irréparable. Derrière chaque alerte, chaque acte de vigilance, il y a une vie, une famille, un avenir préservé. Soyons les gardiens attentifs de notre société. Restons unis face à l'invisible. Restons vigilants.